Bonjour, je suis Jérôme Belmont, je dirige le département des bibliothèques au ministère de la Culture. Et pour cette table ronde, je suis accompagné par Anne-Laure Exbraya, que vous connaissez, que je ne vais pas vous représenter. Vous étiez là ce matin, y compris les collègues qui nous suivent à distance. À côté de moi aussi, Lauriane Demangeon, qui est directrice adjointe de la bibliothèque de l'agglomération du Grand Épinal, d'Épinal tout court, mais certainement Grand Épinal, et qui est aussi secrétaire générale de l'Association des bibliothécaires de France. L'ABF joue un rôle très actif dans notre sujet et dans la concertation qui a été menée depuis plusieurs mois avec l'ensemble des partenaires. Ce matin, on vous a présenté deux livrables, pour employer un affreux jargon administratif, de réalisations sur lesquelles on s'était engagé dans le cadre des 10 préconisations, 10 engagements qu'on avait pris l'année dernière. Cet après-midi, on va commencer l'après-midi par une table ronde où on va se projeter vers l'avenir et sur un sujet qui est devant nous, sur lequel qu'on doit traiter et qu'on souhaite traiter collectivement dans l'année ou dans les 2 ans à venir. On n'a pas d'échéance précise en 2023, mais c'est un sujet qui est devant nous. Et donc là, on ne vous présente pas le résultat de choses déjà actées, de choses déjà construites. On ouvre un chantier devant vous, qui est un chantier important, qui a été débattu dans la préparation des assises de l'année dernière et qui est apparu comme un sujet suffisamment important pour qu'il devienne un des 10 points qu'on s'était assigné comme objectif. Et on l'avait formulé dans nos 10 points. Je reprends la feuille de route qu'on avait dressée l'année dernière sous le titre « Des formations post-recrutement améliorées et prolongées pour que les employeurs disposent de cadres mieux formés à leurs nouvelles responsabilités ». Je pense qu'il y a 2 mots importants dans cette formule. Formation post-recrutement. On va voir que les questions de vocabulaire sont importantes pour notre sujet. Et puis, je dirais qu'il y a le mot cadre. On reste sur, pour le coup, des formations destinées à l'encadrement. Alors, pour dissiper tout malentendu et démarrer sur un bon pied cette table ronde, qui va être une table ronde relativement courte, on a 1 heure devant nous. On laissera un peu de temps, bien sûr, pour les questions en fin de séance. Donc on va essayer de se donner 30 à 40 minutes de discussion et puis une discussion sur le thème et éventuellement sur des sujets qui auraient trait à des présentations de ce matin et qui auraient pu être présentés, puisque à la fin de cette séance, on passera au forum, on vous expliquera ça, et il n'y aura pas de discours de clôture. Donc d'une certaine manière, on termine là l'exercice en commun de discussion et après c'est un autre exercice, celui du forum. Donc pour cette séance courte, je vous propose qu'on dissipe un problème de vocabulaire qui est très largement de notre faute et de nos responsabilités. Lorsqu'on avait écrit l'année dernière des formations post-recrutement, on avait employé un bon terme. Lorsqu'on a écrit dans le programme de la journée, certes avec un point d'interrogation, comment faire évoluer la formation d'intégration, on a commis une petite bévue en employant ce terme formation d'intégration. Je vais passer tout de suite la parole à Anne-Laure Exbraya, parce que formation d'intégration, ça renvoie à un terme juridique précis qui figure dans des décrets et ce n'est pas un terme général comme on voulait l'employer, ça renvoie à quelque chose de très précis et en fait, ce n'est pas ça qu'on vise. Anne-Laure, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'on entend par formation d'intégration? Merci. Alors, effectivement, il existe plusieurs types de formations quand on a réussi un concours et qu'on va être titularisé, dont une de ces formations est la formation dite d'intégration. Et il y a eu un décret le 29 mai 2008, donc le décret qui est relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Et le législateur a modifié en fait cette formation d'intégration avec un objectif, celui de, je vais vous lire l'élément, mais c'est important, je trouve, qui vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition des connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exerce leur mission. Donc on n'est pas effectivement dans cette formation d'intégration sur une logique métier, mais bien sur une appropriation des enjeux des collectivités en tant qu'agent territorial, avec une volonté aussi d'égalité dans l'accès de cette formation
et un cadre qui permet aussi l'acculturation commune avec les autres professionnels qui travaillent dans les collectivités. Donc, qui est cadré par le décret, par nombre de jours, etc., et qui n'a pas vocation à bouger, comme Jérôme vient de l'indiquer. En revanche, il y a une autre type de formation qui existe à la réussite des concours, ce qu'on appelle la formation de professionnalisation, qui comprend la formation au premier emploi, celle tout au long de la vie et dite de professionnalisation quand on est amené aussi à encadrer, sur lequel on va revenir, et où là, effectivement, on peut s'interroger sur comment derrière on réfléchit aux besoins de formation, post-recrutement, et quel levier on a aussi pour pouvoir se former. Mais je voulais, en préambule, effectivement, repositionner le fait qu'on ne parle pas de la formation dite d'intégration qui est légiférée, mais qu'on sera sur l'autre versant, et les possibilités qu'on a ou pas d'adapter en fonction des besoins identifiés et sur lesquels on va débattre aujourd'hui. Et en complément à ce que dit Anne-Laure, cette formation d'intégration qui figure donc dans un décret, elle est transverse pour les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale A, B, C, et on ne va pas faire un cas particulier pour les bibliothécaires, quel que soit le grand mérite qu'on pense de cette profession. Ce n'est pas suffisant pour conduire le pouvoir réglementaire à modifier un texte et faire une exception seulement pour les bibliothécaires, cadres d'emploi de bibliothécaires ou les cadres d'emploi de catégorie B qu'on a en tête et qu'on vise dans notre réflexion. Alors je me tourne vers Lauriane peut-être pour que Lauriane nous dise, dans le cadre de cette concertation et par son expérience sur le terrain à l'ABF, quels sont les problèmes qu'on rencontre, que des jeunes ou des moins jeunes qui prennent des postes d'encadrement après la réussite à un concours rencontrent, notamment sur ces fonctions métiers, puis sur cette formation métier. Quels sont les problèmes, selon vous, auxquels il faudrait apporter des réponses dans le cadre des travaux à venir ? Alors, en tous les cas, du côté des attentes des agents en matière de formation post-recrutement, il est bien signalé que ces formations sont véritablement utiles si elles les confortent véritablement par un socle de base qui soit commun aux agents, non seulement pour bien maîtriser le contexte territorial dans lequel ils évoluent, mais aussi pour monter en compétence sur des nouvelles missions qui leur sont désormais confiées. Donc, parmi les constats recensés, il y a déjà quelques éléments qui ont été signalés ce matin à travers des attentes et des freins qui figurent bien dans les chiffres clés. Et là, on est vraiment en raccord avec les remontées qui émanent aussi du territoire. Mais pour aller un petit peu au-delà de ces constats, en matière de durée aussi, il y a des attentes qui sont un peu plus fortes du côté du territoire, puisqu'il faut voir aussi l'évolution de ces formations dans le temps. Et auparavant, il était par exemple question d'une formation de bibliothécaire assez longue avant de prendre ces fonctions, formation qui est aujourd'hui réduite à peau de chagrin et qui est différente de la formation des bibliothécaires d'État, par exemple. Pour la fonction publique d'État, il est question de 6 mois avant de véritablement prendre son poste. Côté fonction publique territoriale, c'est 10 jours. Donc forcément, la formation va être moins conséquente. En matière de contenu, il y a toujours une part importante qui est donnée à la culture territoriale. Alors évidemment, c'est un pan vraiment important pour les agents de bien connaître l'organisation territoriale dans laquelle ils vont travailler, mais ce sont des notions qui sont pour une partie d'entre eux déjà bien maîtrisées ou acquises avant de prendre leur poste, puisque avant de se plonger dans un poste, on essaie d'en maîtriser aussi les contours, et ce sont des prérequis qui sont aussi incontournables pour se présenter à des concours. Donc la documentation sur le sujet est assez vaste, il y a même des cours qui sont donnés lors des préparations concours à ce sujet. Et il y a quelques jours, alors dans les fonctions d'intégration, mais pas seulement, qui sont mobilisées sur la culture territoriale. Donc peut-être une attente des agents serait celle de garder un volet de culture territoriale, mais peut-être plutôt de le porter sur des sujets d'actualité qui parsèment la fonction publique plutôt que sur son organisation. En matière de contenu également, et c'est là où les attentes sont les plus fortes, c'est celle sur la montée en compétences. Alors même si dans le cadre des formations, ce qui fait la richesse aussi de ces formations
au-delà du contenu qui est proposé, c'est la rencontre humaine avec l'acculturation, puisque les profils sont souvent diversifiés pour suivre ces formations. Mais au-delà de cela, il y a une ouverture. Alors, par la diversité des profils, il y a aussi une ouverture sur d'autres métiers, sur d'autres profils, d'autres missions qui font toute la richesse de ces échanges et des formations. Mais les agents ont très souvent besoin d'être confortés sur des missions clés et sur des pratiques concrètes. Sur la direction d'une équipe, par exemple, sur la construction de projets collectifs, sur la gestion du budget, sur la maîtrise des bases administratives et des ressources humaines. Et on a tout un jargon qui encadre aussi nos missions, les primes, la NBI, le CPF, le DIF, le RIFSEP, autant de gros mots qu'on ne maîtrise pas forcément en arrivant sur un poste clé. Et il y a aussi besoin d'être parfois éclairé sur des choses très concrètes qui relèvent des marchés, de la commande publique. Également de connaître les responsabilités en matière de gestion d'équipement, puisqu'il y a des postes à responsabilité qui demandent de maîtriser des règles de sécurité, de santé, des règles générales sur le fonctionnement d'équipements recevant du public. Donc, là, la liste n'est pas exhaustive, mais pour vous dire combien il y a aussi un sentiment de besoin d'être conforté sur des choses qui sont très concrètes, qui sont relatives à la fonction d'une mission. Alors vous allez me dire, le niveau des compétences est bien évidemment pas le même entre des agents, alors si on revient sur les catégories, entre un agent C et un agent B, mais les derniers états des lieux, et on en a encore parlé ce matin, démontre bien qu'il y a une importante porosité sur le terrain dans la réalité entre les missions qui sont parfois dévolues à des cadres C alors qu'elles englobent bien plus largement des responsabilités plus fortes. Et il est courant, je ne dis pas normal, je dis bien courant, et on l'a redit ce matin, d'avoir des agents de catégorie C ou B qui sont en position même de direction de bibliothèque, avec des équipes à diriger, des projets à co-construire et à gérer de A à Z. Donc des missions sur lesquelles toutes les facettes administratives, de gestion de budget, management d'équipe, de projet sont vraiment attendues. Et ce, d'autant dans les plus petites collectivités qui ont une gestion bien moins pyramidale que dans les collectivités de plus grande taille. Et bien évidemment, des retours que nous avons du terrain, c'est aussi que, alors certes, il y a une évolution des contenus qui est attendue, mais une évolution qui ne peut pas être pensée sans revoir l'organisation des formations post-recrutement. Et ça aussi, c'est un des freins qui a été signalé ce matin, c'est qu'il y a des difficultés pour certaines collectivités ou certains postes clés au sein de collectivités à pouvoir se libérer et donner du temps pour suivre activement une formation. C'est lié à parfois une surcharge de travail ou pour les plus petites collectivités, une difficulté aussi à assurer une continuité de service public tout en assurant la formation des différents agents qui œuvrent au service au public. Merci Lauriane pour ce tableau assez complet. Moi, ce que je retiens de vos propos, c'est le fait qu'on est plutôt sur des postes de responsabilité, d'encadrement, de gestion d'équipement, donc des postes de direction au sens large, hein, bien sûr équipement, éventuellement d'équipe, et que c'est là que les besoins sont les plus sensibles, en catégorie A, B, voire même C, même si je ne sais pas si on a intérêt à favoriser le phénomène de prise de direction de bibliothèques d'une certaine importance par des catégories C. Bon, ça c'est une question qui a été posée très clairement et qui est un point de vigilance qu'il faut connaître, mais au moins pour les catégories A, je pense aux bibliothécaires. Pour les conservateurs, il y a une formation post-recrutement assurée par l'INET, il n'y a pas de sujet, mais pour les bibliothécaires ou pour les assistants, il y a un sujet. Alors, il y a des réflexions. Nos réflexions ne sont pas nouvelles, hein, puisque la suppression de la formation de bibliothécaires, ça doit remonter à la fin des années 2000. Hein, je crois que c'était vers 2008, ou en tout cas le décret, c'était 2007-2008, hein, où il y avait effectivement une formation pour les bibliothécaires territoriaux qui était à l'égal de ce qui se faisait à l'État et qui continue à se faire à l'État. C'est là qu'il y a eu
une dichotomie. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, hein, cette nécessité d'avoir une formation renforcée sur des aspects métiers ou sur des aspects qui ne sont pas forcément métiers, mais qui vont au-delà de la connaissance du cadre territorial qu'offre de toute façon la formation d'intégration. Il y a déjà eu des réflexions. Est-ce que vous pourriez nous dire, du côté CNFPT, comment vous avez pu envisager et comment vous envisagez pour l'avenir des solutions à ce problème dont on voit bien que la solution n'est pas une solution réglementaire qui ferait un cas d'exception pour les bibliothèques? C'est vrai que du coup, la question, outre la question de la formation d'intégration, je tenais quand même à préciser que sur cette formation d'intégration post-concours, elle est quand même cadrée. Il y a qu'une partie qui relève des cas pratiques. Et là, la volonté du CNFPT, c'était aussi de pouvoir, dans cette formation d'intégration, proposer une adaptation quelque part sur la notion de métier en essayant de trouver des cas pratiques qui font sens pour les professionnels. La marge de manœuvre, elle est là sur cette formation dite d'intégration post-concours. En revanche, sur la formation plutôt de professionnalisation tout au long de la vie et le premier emploi, là, la possibilité finalement telle qu'elle a été opérée aujourd'hui, c'était de venir piocher dans l'offre de formation d'itinéraire métier les besoins en fonction du parcours de chacun et des besoins en termes de formation pour venir chercher des modules qui viennent construire un parcours pour l'agent et lui permettre de venir consolider un certain nombre de compétences. Donc aujourd'hui, il existe 2 itinéraires identifiés plus facilement par la profession parce qu'on rentre par la logique métier, qui sont bibliothécaires et directeurs au cadre chargé des bibliothèques. Et il y a effectivement un autre itinéraire qui est plutôt axé, qui s'appelle Culture et Territoire et qui est transverse et qui vient toucher les notions de politique culturelle au sens large dans lequel la lecture publique s'intègre. Mais là où, par contre, effectivement, il y avait aussi un besoin qui a été identifié à l'issue de ce changement et de ce décret. Alors, nous, on l'avait identifié, surtout en l'échelle des territoires, mes collègues, sur les formations de base en bibliothèque. Pour des professionnels qui arrivaient sur des postes en bibliothèque, on en a parlé ce matin, qui n'avaient pas forcément le parcours ni les compétences adéquates pour arriver sur ce type de poste, ou alors qui avaient besoin de consolider un certain nombre d'éléments. Et donc, il y a encore d'ailleurs des formations donc plutôt régionalisées qui sont sur des formations de base sur lesquelles on aborde les rôles et missions des bibliothèques sur le territoire, la notion de médiation, et puis des choses un peu plus techniques et qui font l'office de 5 jours. Donc, ça ne répond pas effectivement à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Mais il y avait une analyse, en tout cas, déjà de ce besoin. En revanche, sur les cadres, parce que c'est ce que vous évoquez, il y avait un temps, un cycle qui s'appelait directeur de bibliothèque et qui a vocation à être remis à jour et reconduit, qui ne va pas faire une réponse pour l'ensemble des cadres, c'est évident, mais qui, en tout cas, peut reposer la question des compétences attendues pour un poste à responsabilité, quel que soit son grade, avec l'idée de conforter la collectivité aussi pour amener ses agents à venir sur ces postes à responsabilité. L'idée, c'est pas de vous faire un catalogue de l'offre, c'est juste pour vous montrer la structuration telle qu'on l'avait réfléchie à l'issue de ça. Il y avait aussi, et ça a été redit ce matin, l'importance du chargé d'accueil en bibliothèque. Et la diversité des profils qui arrivent sur ces postes-là, qui ne viennent pas toujours du monde des bibliothèques non plus. Et donc, il existe toujours d'ailleurs un dispositif qui s'adresse aux chargés d'accueil. Là, en revanche, où la réflexion pourrait être menée, c'est peut-être de voir, au regard de l'existence de ces structurations de l'offre telle qu'elle est aujourd'hui, comment on imbrique des modules existants et d'autres qui auraient nécessité à être confortés pour rendre, c'est ce que je disais ce matin, une visibilité peut-être plus forte pour un cadre et pour une collectivité de laisser son agent venir sur ce type de formation. Moi, je remarque en revanche que souvent, la remarque que m'opèrent les professionnels, c'est de dire oui, il n'y a pas. Mais souvent, la logique est de rentrer toujours par la métier. C'est-à-dire qu'on reconnaît une offre de formation quand elle est estampillée bibliothèque. Mais la notion de management, d'intelligence collective, de gestion de projet ne s'opère pas que dans les bibliothèques. Et notre parti pris, souvent, ça a été de proposer des formations qui sont transverses et qui ne sont pas forcément estampillées bibliothèque. Pour autant, les bibliothèques ont leur place dans ces types de formations.
Donc ça questionne en termes de visibilité pour nous, c'est est-ce qu'on est toujours dans cet affichage métier dans lequel on vient remettre des formations qui existent mais pour que les professionnels les reconnaissent, ou est-ce qu'on reste dans cette logique d'ouverture et de considérer que l'offre est aussi accessible aux bibliothèques sans forcément être estampillée bibliothèque en tant que telle. Donc c'est une question aussi de posture en fait de la profession. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tranché. Hein. L'idée c'est pas ici de présenter ce qui va être fait, c'est plutôt de dire qu'on a bien, enfin en tout cas conscience je pense, et dans ce travail aussi de concertation, qu'il y a des éléments qui mériteraient d'être affinés, voire consolidés, mais qu'il y a aussi des choses qui existent et qui ont répondu à un moment à un besoin particulier et plutôt territorial. Si je comprends bien, l'idée, ça serait sur la base du catalogue d'offres de formation continue, d'identifier, je vais dire, employer un mot horrible, de taguer des stages, des formations qui seraient particulièrement intéressantes pour une prise de poste, sans rigidifier les choses, c'est-à-dire qu'après, ces formations doivent s'adapter au parcours antérieur des agences, doivent s'adapter aux spécificités des territoires, mais qui auraient, en gros, au catalogue CNFPT, mais ça existe peut-être déjà, non, je ne sais pas, des stages qui seraient plus particulièrement, pas recommandés, mais qui seraient affichés, où il y aurait une petite étiquette, je parle des termes très mauvais, mais formation post-recrutement, et avec une certaine liberté de construction, de modularité pour les adapter aux besoins de chaque collègue et de chaque territoire. On pourrait identifier, de la même manière qu'on l'a fait, un itinéraire bibliothécaire, cadre, on pourrait y avoir un itinéraire responsable de service en bibliothèque, compétences de base, par exemple. Par contre, l'idée, ce serait bien entendu d'identifier ce qui existe déjà et qui fonctionne, mais pédagogiquement de le réfléchir aussi pour qu'il y ait quand même un intérêt d'évolution en termes de compétences et que les modules aient une résonance pédagogique entre eux et permettre un vrai parcours pour l'agent. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'il est construit, les itinéraires que nous avons, ce sont des modules qui sont indépendants les uns des autres. On peut réfléchir effectivement à se dire, là, il y a un besoin en termes de prise de poste, si c'est le besoin qui est identifié. Comment on structure un itinéraire de formation dans lequel les modules sont pensés avec une évolution pédagogique, une vraie démarche de concertation avec l'ensemble des intervenants pour accompagner les agents qui suivent ce type de formation à un objectif final. Ça peut s'envisager. La question est partir du besoin, en fait. Est-ce qu'on parle de la prise de poste à responsabilité? Est-ce qu'on parle de formation de base en bibliothèque? Voilà. Où est-ce qu'on met le curseur? Ou est-ce qu'on met les différents curseurs et on travaille sur ces différents volets? Donc tout est en fait possible dans la mesure où on identifie vraiment à qui on s'adresse et quels sont les agents qui viendraient suivre ce type de formation. C'est toujours ça. Lauriane, comment vous réagissez à ces propositions, à ces idées? Oui, en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué pour les agents de s'y retrouver en fait, par rapport à toute cette offre qui est foisonnante, qui ne vient pas forcément non plus que du CNFPT, il faut le dire. Il y a aussi d'autres organismes de formation qui proposent des formations de grande qualité pour nourrir les compétences des agents. Il ne faut pas oublier, je pense, aussi l'effet levier. C'est-à-dire que par rapport à une formation ciblée, comme peut l'être la formation d'intégration, il y a une quasi-obligation de formation derrière, alors qu'aujourd'hui, l'agent, il est acteur de sa formation, de son parcours de formation, et si on veut revenir à un socle de compétences communes à appuyer pour la prise de poste des agents, il faut peut-être qu'on trouve un juste milieu aussi entre les deux pour flécher des choses, mais aussi avoir cet impact de levier sur la prise des formations. Et il y a quand même un élément aussi important, c'est qu'il y a la nécessité aussi de pouvoir, parce que vous savez que nous fonctionnons aussi en territoire et que les offres de formation peuvent aussi se décliner avec les besoins des territoires. Donc c'est aussi important de garder une structuration un peu homogène qui permet ensuite d'être programmée à l'échelle régionale, mais qui laisse aussi la liberté aux régions, aux acteurs des régions en question, de pouvoir adapter. Je voulais revenir quand même sur le caractère obligatoire, parce qu'effectivement, la formation d'intégration est dite obligatoire, mais tout ce qui relève ensuite de la formation de professionnalisation tout au long de la vie, comme celle aussi d'une prise de poste et d'encadrement, est également obligatoire. Avec une volumétrie de jours qui dépend bien sûr du métier, etc., mais qui oblige les collectivités aussi à laisser leurs agents se former
parce qu'en cas de mobilité interne, d'évolution, etc., on regarde aussi les jours de formation qui ont été actés. Donc c'est moins réglementé dans l'absolu en affichage que la formation d'intégration post-concours, mais elle est tout aussi obligatoire que l'est la formation d'intégration. Et je pense que ça peut être un levier managérial aussi, cet élément-là, pour accompagner les agents dans leur prise de formation. Moi, je pense qu'il y a aussi un élément important. On a dit ce matin, les professionnels sont très acteurs de leur formation. J'ai redit la nécessité que, quand il y a un cadre, de pouvoir accompagner ça. Moi, j'ai aussi un message à faire passer. La notion de formation d'intégration, elle s'accompagne aussi auprès des agents qui sont déjà en poste, qui réussissent un concours interne. Il est important de leur rappeler qu'est-ce que la formation d'intégration légiférée va leur apporter, le contexte effectivement territorial, qu'on ne va pas être sur une logique métier, parce que ça génère des fois des frustrations, et que pour autant, il y a un levier derrière dans la formation de professionnalisation pour accompagner leurs besoins de compétences métiers. Je pense qu'il y a aussi un enjeu d'accompagnement des professionnels aussi sur ce plan-là. Alors, un des freins, Lauriane, je pense, c'est convaincre les élus de laisser partir un cadre pendant un certain nombre de jours. C'était un des reproches qui était fait à cette formation de bibliothécaire, c'est qu'elle durait 6 mois, elle était très longue. Pendant ce temps, la collectivité payait le salaire du fonctionnaire pendant 6 mois, alors que le fonctionnaire n'était pas là parce qu'il se formait. Donc c'était quelque chose qu'on entendait de la part des élus contre cette durée qu'ils trouvaient excessive. Donc là, on est revenu à une durée d'intégration qui est peut-être trop courte, en tout cas. Et donc, comment convaincre les élus de laisser partir des cadres qui ont des responsabilités, qui ont une charge de travail. Donc, vous parliez d'obligation, on parle de conviction. On a montré ce matin que plus une bibliothèque plus les agents de bibliothèque étaient formés, plus la bibliothèque était efficiente, plus à l'arrivée la collectivité y gagnait en termes de qualité de service. Mais comment faire pour embarquer les élus, quand bien même on mettrait en place des dispositifs qui permettent d'accompagner dans le cadre de la formation de professionnalisation, dans le cadre du catalogue de formation continue du CNFPT ou d'autres organismes, comment arriver à convaincre les élus de laisser partir leurs collègues si on va... Pas sûr d'aller jusqu'à la création d'une obligation. Il y a déjà des obligations qui existent, qui ont été indiquées par Anne-Laure. Alors, la prise de nouvelles fonctions, elle s'accompagne toujours d'un projet d'établissement, d'une feuille de route, et la montée en compétences, elle ne tombe pas du ciel, c'est parce qu'il y a des besoins sur le terrain. Et c'est là aussi, si cette formation elle est ciblée sur des manques au niveau de l'équipe, ça sera d'autant plus entendu de dire oui, on va laisser partir en effet les agents un certain nombre de jours durant l'année, en les échelonnant si possible pour éviter une fermeture d'un service, mais ça sera bénéfique pour la suite au niveau de la vie du service qui va être rendu. Je pense qu'il y a aussi une question d'anticipation, je parle en termes d'offre de formation, sur quand il y a un dispositif, une visibilité pour la collectivité sur l'année complète, des moments où l'agent ne sera pas présent au cours, parce qu'en formation, et de pouvoir anticiper ce besoin. Donc effectivement, ça se réfléchit aussi en termes de calendrier pédagogique aussi. Et pas que pédagogique, aussi calendrier RH au niveau des collectivités, puisque la plupart des collectivités demandent de formaliser un plan de formation, en général à cette période-là, sur des catalogues de formation qui ne sont pas non plus tous forcément connus au moment où on doit rendre les validations de plan de formation. Donc là aussi, en termes de calendrier, c'est souvent une difficulté pour les directions de pouvoir prévoir à 1 année, 2 années le départ en formation des agents. Moi, j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si elle s'adresse à vous, Anne-Laure, à Lauriane, ou peut-être à la salle, parce que je pense que la réponse n'est pas évidente. Je parle pour des lauréats de concours externes. Est-ce qu'on a une idée des parcours de formation initiale qui ont précédé la réussite au concours? Autrement dit, est-ce que cette question de formation post-recrutement de jeunes titulaires du concours de bibliothécaire ou d'assistant de conservation est une question, si on arrive si on a des statistiques qui nous montrent que tous ont suivi, je dis n'importe quoi, je ne pense pas que tous aient suivi une formation technique, une formation professionnelle et soient inscrits dans un diplôme universitaire qui les prépare au métier, il y a peut-être moins de besoins
de mettre en place une telle formation. Est-ce qu'on a des statistiques sur les parcours antérieurs des gens, des lauréats de ces concours? Est-ce que vous savez si on a ça? Est-ce que le CNFPT a ça? Qui pourrait avoir ça? Comment on pourrait avoir une idée des parcours antérieurs pour mieux calibrer ces formations? Anne-Laure, est-ce que c'est des statistiques? Lauriane? En matière statistique, non. Après, sur le terrain, oui, on rencontre différents cas de figure, aussi bien des gens qui sont déjà en poste en bibliothèque et qui prennent la voie externe pour passer les concours, que des gens qui sortent d'études et qui veulent entrer en fonction publique par cette voie-là. En termes de chiffres, non, là, je ne saurais pas dire. Et également, certains agents dans une stratégie de concours, puisque c'est réglementé avec un nombre de postes, etc., on réfléchisse aussi à le passer en externe ou en interne en raison des conditions d'accès au concours. C'est un autre élément. Non, mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous venez d'évoquer, c'est que ça suppose, en termes de besoin de formation, qu'il y a le besoin peut être identique, mais sur la base de prise de poste, mais qu'en revanche, le parcours antérieur peut amener à moduler finalement les besoins derrière. Donc ça suppose en termes d'ingénierie d'être en capacité d'avoir quelque chose qui relève d'un tronc commun, voilà, et ensuite une forme de spécialisation au regard du parcours antérieur et des besoins après de monter en compétences. Mais ça, nous par exemple, on le fait sur un projet de dispositif de formation à Mayotte pour les bibliothécaires qui ont des besoins de validation d'acquis, avec lequel on travaille d'ailleurs avec les CRFCB sur le sujet. L'idée était effectivement de pouvoir assurer plusieurs portes d'entrée, c'est-à-dire un tronc commun, et puis ensuite, en fonction du parcours, ceux qui ont besoin de consolider la partie technique, ceux qui ont besoin de consolider le contexte territorial, enfin, voilà, d'être sur des choses un peu plus agiles, comme on l'a dit ce matin derrière. Donc pédagogiquement, ça peut se réfléchir, ce genre de problématique de diversité de parcours. Mais ça, effectivement, ça nécessiterait peut-être d'avoir une typologie un peu des profils antérieurs de parcours initiaux. Je pense qu'on ira voir les organisateurs de ces concours, qui sont les centres de gestion, pour leur poser la question de savoir est-ce qu'ils ont les statistiques sur les parcours antérieurs des lauréats. Est-ce que c'est des éléments qu'on peut avoir, anonymisés bien évidemment, il ne s'agit pas de récupérer des données personnelles, mais anonymisés pour avoir un peu une idée des parcours antérieurs, pour doser, si j'ose dire, quand même ce qui va suivre, puisqu'on est dans un cheminement, c'est évident, et c'est bien de connaître quand même ce qu'il y avait juste avant, et pour voir quel est pour mieux articuler les choses par rapport à des parcours universitaires antérieurs. Donc ça, je pense que c'est un exercice qu'il faudra qu'on fasse, d'aller voir les centres de gestion et d'essayer de voir avec eux s'il y a moyen d'avoir, sur la base de leurs données d'inscription, ou éventuellement sur la base d'une enquête auprès de lauréats à construire, qui accepteraient de répondre à un questionnaire, d'avancer un peu plus sur les lauréats à ces concours, externes, internes, pour avoir un peu pas des profils types, oui, si un peu des profils types des lauréats, et pour essayer d'adapter les choses. Ça vous paraît intéressant d'essayer d'obtenir ces informations sur les parcours antérieurs pour notre exercice? Est-ce que c'est utile, ou est-ce que, d'une certaine manière, c'est une perte de temps et on n'a pas besoin de le faire? Moi, je trouve toujours que c'est utile dans la mesure où ça permet de poser en fait une base de réflexion et du coup d'agir derrière en matière d'offres. Donc, puis je ne sais pas, ça serait intéressant de vous entendre aussi sur le sujet si ça vous semble intéressant d'avoir ces parcours. Mais c'est vrai que sur le terrain, je pense que vous avez déjà une grande visibilité finalement des profils de candidats et qui arrivent sur ce type de poste. Lauriane, vous voulez réagir avant qu'on donne la parole à la salle? Pour les CDG, on aurait aussi d'autres choses certainement à voir entre eux, plus ou moins sur lesquelles on aurait la main, mais il y a aussi de fortes attentes du terrain sur la révision de l'accès au concours, de la nature de certaines épreuves par rapport aux compétences qui sont requises, mais c'est un autre sujet toutefois. Alors, effectivement, on a ce sujet des formations post-recrutement qui sont devant nous, qui sont inscrites dans notre feuille de route et qu'on va traiter dans les mois à venir. Et effectivement, on parlait des centres de gestion, donc des concours, et on a aussi un sujet pour toiletter les textes qui régissent certains concours,
parce que les textes certains textes sont mal rédigés, on est pleinement au courant d'un certain nombre de problèmes, parce que certains prérequis pour des concours font allusion à des formations technico-professionnelles, je n'ai plus exactement le terme qui est utilisé dans le décret, mais je pense que c'est la catégorie B, donc qui vise les DUST, qui sont des diplômes en 2 ans. Or, maintenant, il n'y a plus de diplôme en 2 ans, il n'y aura plus de diplôme en 2 ans, du fait du passage à l'architecture européenne des diplômes, licence, master, doctorat, et donc des diplômes à 2 ans, ça n'existe plus, et ça n'existera plus. Et donc il faut, là où il y a marqué diplôme de 2 ans, il faudra mettre un truc du genre d'au moins 2 ans, ce qui permettra après Bon, ça, on est pleinement conscient de la nécessité de faire ce travail très largement sur les statuts, parce que ces données figurent dans les statuts des cadres d'emploi, et donc il y a un retoilettage à faire. Ça a été évoqué aussi ce matin par Sophie Gonzalez. Il y a un sujet statutaire aussi, y compris sur des micro-sujets, mais qui sont bloquants parce que c'est un frein à l'accès au concours. Il y a d'autres freins. Donc c'est un sujet qu'on envisage bien de traiter, la question des concours. C'est inscrit sur notre feuille de route et on les traitera, et on voit bien que tout est un peu lié. Voilà, il est 14h45. Je vous propose de vous donner la parole pour différentes questions. Alors, y a-t-il quelqu'un pour porter un micro? J'ai besoin d'un porteur de micro. Il y a un micro là. Bonjour, je rebondis immédiatement sur ce que vous venez de dire, parce que est-ce que c'est pas un peu paradoxal de se soucier des formations post-concours avant de se soucier des concours? Parce que si jamais il y a une réforme des concours, on n'aura peut-être plus besoin des formations post-concours, en tout cas pas de la même manière. Je développe un petit peu quand même. Il me semble qu'on doit être un des seuls, voire le seul pays au monde à ne pas avoir de diplôme de bibliothécaire avant d'être bibliothécaire. C'est quand même très bizarre, cette façon qu'on a de fonctionner, en recrutant sur des postes à responsabilité par un concours généraliste qui ne fait appel à aucune compétence spécifique, pour ensuite, dans la territoriale, mettre des gens en poste, d'abord en poste, et les former après. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les concours de la territoriale et les concours de l'État. C'est que vous passez un concours de la territoriale, et puis après, vous cherchez un boulot, et puis après, vous vous formez. Alors que, voilà, a priori, il n'y a pas de prérequis, en tout cas pour les A, pour des compétences spécifiques au métier sur lequel vous postulez. Moi, je trouve ça complètement abracadabrant. Et donc, il me semble que, puisque maintenant on dispose d'un référentiel métier élaboré et adapté, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une filière universitaire spécifique bibliothèque, avec toutes ces compétences, ces belles compétences qu'on a développées, et que ce soit des concours sur titre, comme pour les éducateurs spécialisés ou les psychologues? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, franchement, plutôt que de vouloir absolument calquer la fonction territoriale sur la fonction d'État? Parce que c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai passé le premier concours de bibliothécaire territorial, et j'ai eu 1 année avec 1 semaine par mois de formation d'intégration à Nancy, et 1 année de formation à l'IFB, à l'époque, à Villeurbanne. J'ai failli divorcer, je vous le dis. Alors, vous avez tout à fait raison, il faut faut traiter les 2 sujets de manière complètement liée et en synchronie. Et c'est vrai que une des solutions pour régler la question de la formation post-recrutement et pour en faire disparaître un peu... je ne dis pas l'existence même, ça serait de travailler sur le parcours antérieur, voire sur les épreuves du concours, de façon à... Donc c'est évident, ce que vous dites est tout à fait évident. Donc on va pas commencer à travailler sur le post-recrutement et pour se dire ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur le recrutement et sur le parcours antérieur? Donc, alors, c'est un sujet qui prendra du temps. Donc très concrètement là-dessus, moi je ne vais pas vous dire que lors de la prochaine journée qu'on vous a annoncée au printemps 2024, on viendra avec la solution, parce que
vous proposez une solution très radicale, hein, mais pourquoi pas? Je pense que toutes les solutions peuvent être envisagées. Il faut regarder la question. En tout cas, la question des concours et cette question des post-recrutements, c'est complètement lié. C'est évident. Et on ne va pas traiter le post-recrutement pour après se dire « Ah, mais tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu régler le problème ?» par l'étape d'avant. Donc, en revanche, votre intervention, ça ne prend pas en considération, en termes de formation, les agents qui sont déjà en poste et qui ont déjà eu le concours et qui sont sur un principe de reconversion et qui ont besoin peut-être d'étoffer un certain nombre de compétences. Donc, en termes de formation, on peut quand même, indépendamment de la question du concours, réfléchir à ce volet-là qui répond quand même à un besoin d'un certain nombre d'agents de votre profession et accompagner les collectivités justement pour consolider un peu les compétences de ces agents qui arrivent sur ces postes, soit de responsabilité ou pas d'ailleurs, et qui font partie des agents qu'on retrouve en collectivité. Donc il y a quand même un volet qui me paraît important de conserver malgré tout, quelle que soit l'avancée sur la question des concours. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure et qui est effectivement obligatoire aussi et sur lequel on agit déjà en termes d'offres de formation. Après, l'enjeu est de comment on s'en empare derrière. C'était un peu ce que j'évoquais ce matin. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Oui, Christophe Pavlidis, président de la DCRFCB, mais là je parlerai comme directeur de Mediadis parce qu'il se trouve que nous avons le monopole de la formation post-recrutement des catégories B niveau classe normale à l'État. Donc juste pour parler par analogie, hein, puisque cette formation du temps du corps des assistants des bibliothèques était une formation de 5 semaines. Pendant 2 ou 3 ans, c'était la même formation pour tout le monde, donc répartie sur l'année où les assistants étaient stagiaires. Ensuite, on est passé à un modèle où on a dit non, 5 semaines, il faut qu'il y ait une part de modularité qui prenne en compte les acquis antérieurs, etc. Et où on a introduit la possibilité d'avoir jusqu'à 2 semaines qui soient optionnelles. Dans le cadre de la réforme de la catégorie B et de la fusion des corps de B, le nouveau corps des bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale, on est descendu à 4 semaines. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une semaine d'intégration qui est censée être prise en charge par les établissements, qui existe d'ailleurs aussi pour le concours de classe supérieure, et que sur les 4 semaines restantes, s'il y a une semaine qui est redondante, c'est une semaine en moins, c'est-à-dire qu'ils font seulement 3 semaines de formation. Et on est dans quelque chose qui est soutenable par les établissements, là où la formation en 6 mois perlés, si j'ose dire, des bibliothécaires de l'État n'était pas soutenable par les établissements, a été remplacée par une formation post-recrutement qui est complètement initiale maintenant à l'ENSIB. Et si j'en parle, c'est un tout petit peu pour répondre aussi à la question des parcours antérieurs. Et quand on voit arriver les bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale, ce sont très souvent des gens qui ont déjà effectivement une formation, alors quelquefois diplômante, un DUT, quelquefois pas diplômante, ils ont suivi une préparation ici ou là, mais qui se sont déjà frottés au métier des bibliothèques. Pourquoi ? Parce que les épreuves du concours sont discriminantes, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas déjà un minimum d'expérience, ils n'auraient aucune chance de réussir le concours. La difficulté, c'est que sur les bibliothécaires, c'est complètement différent. Et là, pour le coup, on a un schéma qui devrait être le même sur les 2 fonctions publiques et sur les 2 cadres d'emploi et les 2 corps. C'est-à-dire qu'on a des concours qui recrutent des têtes bien faites, de gens qui ont une culture générale, etc. Et en se disant, c'est pas grave, on va leur apprendre le métier après. Et c'est ce qui se passe avec l'INET côté conservateurs territoriaux, c'est ce qui se passe avec l'ENSIB côté conservateurs d'État et bibliothécaires d'État. Toute la difficulté, c'est que bibliothécaire territorial, c'est le concours externe qu'on peut réussir sans rien connaître aux bibliothèques, alors que je pense que c'est un petit peu plus difficile de réussir assistant de conservation sans rien connaître aux bibliothèques. Donc à mon avis, c'est pour ça effectivement qu'il faut porter l'accent sur cette formation post-recrutement. D'accord, si je retiens ce que tu as dit, Christophe, c'est que pour les catégories B à l'État, 4 semaines, ça suffit. Je suis un peu réducteur, mais c'est, je crois, le sens de ton intervention. On peut faire quelque chose de bien à 4 semaines. Alors, c'est vrai que souvent en amont, il y a une formation initiale sur le métier, il y a un concours qui a permis de trier les lauréats sur la base de connaissances professionnelles.
et que la difficulté, c'est sur les bibliothécaires, où on a un concours généraliste et où on peut recruter des gens qui n'ont reçu aucune formation sur les bibliothèques. Et là, on a une vraie difficulté, c'est que les former ensuite aux bibliothèques, ça demande quand même un minimum de temps pour lequel il n'y a aucune obligation prévue à l'heure actuelle. Ok. Je crois que c'est un vrai sujet, un vrai gros sujet qu'on a devant nous, ces questions de concours et de formation. Y a-t-il d'autres demandes? Sophie Gonzalez. Juste pour compléter ce que disait mon collègue, quand même, au moment des oraux de bibliothécaires, les jurys font très attention à ce que les collègues ne soient pas reçus collés et qu'il y ait le moins de personnes sur les listes qui n'aient pas de chance ensuite d'être recrutés. On sait très bien que les gens qui n'ont pas d'expérience, ça va être très compliqué pour eux. Nous, on a des exemples dans les externes qu'on a formés. C'est très compliqué, même s'il y a des cas, on est d'accord, mais en général, ceux-là commencent par faire des contrats. Donc, c'est quand même assez rare que les collègues qui se présentent, même à bibliothécaire externe, alors il y a les épreuves, effectivement, qui sont très professionnelles, mais à l'oral, on va vérifier qu'ils ont des chances quand même de trouver un poste et d'intéresser, sachant qu'il y a des élus aussi dans les jurys. Donc, voilà, là, on donne l'impression qu'on prend des externes qui n'y connaissent rien. La réalité, voilà. Et dans les lettres de cadrage, moi, je me rappelle de lettres de cadrage en catégorie C, où le président du jury se félicitait du niveau de ses lauréats, et notamment que 80% des lauréats avaient un master, voilà, en catégorie C. Il trouvait ça vraiment un très bon cru. Alors là, voilà, là on a... le sujet est complexe, hein, mais par rapport au statut dont on parlait tout à l'heure, etc., il peut y avoir aussi un souci. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même qu'on essaie d'avoir une vision un peu objectivée sur les parcours antérieurs des lauréats. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on se tourne vers les centres de gestion pour essayer quand même d'avoir des données précises pour éviter de tenir des propos de café du commerce, comme je peux le faire, qui disait « mais on peut être recruté bibliothécaire sans jamais avoir eu aucune formation bibliothéconomique ». Donc, d'où l'intérêt quand même d'avoir des données objectives. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Il est 14h55, oui, au fond de la salle. Oui, Philippe Marceroux, responsable du collège bibliothèque, documentation, livre et lecture publique à l'inspection générale. Généralement, l'inspection ne s'exprime pas dans ce genre de circonstances, mais là, je crois que le moment est suffisamment solennel et important. Il faut que l'on constate tous que les statuts, qui sont ceux des personnels territoriaux, comme ceux des personnels de l'État, sont des statuts qui, aujourd'hui, ont 30 ans. 31 ans pour ce qui est des statuts territoriaux, 30 ans pour ce qui est des statuts de l'État. Ces statuts, sur la longue durée, ont été touchés par des réformes d'ordre, comme par exemple la réforme de la catégorie B, la réforme de la catégorie C. En revanche, ils ont été très peu touchés par des réformes spécifiques au corps des bibliothèques. Au demeurant, et sur la longue durée, il me semble qu'on aurait intérêt quand même, et malgré les différences que l'on peut constater en termes d'exercice dans les deux fonctions publiques, ou dans les deux situations d'exercice principales, université et collectivité territoriale, à maintenir la plus grande homologie possible dans les différentes formations, dans les différents concours et dans les différents statuts. Donc c'est maintenant un chantier statutaire considérable. Je crois quand même qu'au bout de 30 ans, on peut passer à cette nouvelle étape. Et merci Jérôme pour cette intervention liminaire. Alors, merci pour ce propos solennel qui a suscité des applaudissements. Cette question statutaire, on l'a évoquée ce matin, c'était Sophie Gonzalez. Je pense que le directeur chargé du livre et de la lecture qui était présent ce matin l'a bien entendu. Moi-même, je vous ai parlé de la question statutaire sur des aspects liés au concours, donc j'entends très bien qu'on puisse dire maintenant, ça serait bien quand même qu'on réouvre le dossier statutaire, territorial et État. Donc, le ministère de la Culture est prêt à travailler à ce sujet, qui devra être mené bien sûr avec le ministère de l'Enseignement supérieur si on est sur un chantier parallèle pour les deux fonctions publiques, et je pense qu'il doit l'être parallèle. Après, il y a des spécificités propres à chacune des deux fonctions
public, hein, donc il n'y a pas forcément les mêmes solutions, même si je crois aussi à la vertu de l'homologie. Donc oui, en tout cas, du point de vue du ministère de la Culture, on est prêt à ouvrir ce chantier de retoilettage statutaire. C'est des statuts, effectivement, qui ont un certain âge, qui ont subi des modifications d'autres textes généraux, je pense à la territoriale, qui sont venus, et parfois en provoquant des écritures très incompréhensibles. Je vous renvoie à un article, c'est l'article sur le cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux, je vais vous le lire, qui montre que même les statuts, aujourd'hui, même si on est une bonne formation il faut que je retrouve l'article, une bonne formation en maîtrise de la langue française, sont incompréhensibles parce que c'est le résultat d'un texte qui a été modifié par d'autres textes et on n'a pas fait attention à la phrase qui était après, qu'on aurait dû supprimer et qu'on n'a pas supprimé. Donc je vous livre quand même pour vous montrer, c'est sur l'article 7 du décret sur les bibliothèques territoriales, et on se terminera là pour montrer qu'il y a besoin de revoir ça, ne serait-ce que pour donner une cohérence grammaticale au texte réglementaire. Donc c'est l'article 7 qui parle des bibliothécaires. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, on en parlait, dans les conditions prévues par le décret numéro 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux pour une durée totale de 10 jours. Et c'est là qu'il y a une phrase qui suit, je vous la lis. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces 2 derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique. Dans l'article, je vous mets au défi de trouver mention de ces 2 mois. Et en fait, c'était parce qu'avant 2008, on parlait de cette période de 2 mois. Ça a été supprimé en 2008. On a introduit la formation d'intégration. Mais on a gardé mention de ces 2 mois dont on n'a pas du tout référence dans le statut. Et donc, il y a, toutefois, en ce qui concerne les stagiaires, ces 2 derniers mois, lesquels on ne sait pas. Et c'est normal puisqu'on les a enlevés et on n'a pas enlevé cette phrase. Bon, c'est un peu par l'absurde, mais je pense qu'il y a besoin de relire les statuts pour mettre d'aplomb un certain nombre de choses. On parlait de l'évolution des diplômes qui ont vieilli un certain nombre de nos statuts. Bon, vous voyez, il y a plein de petits sujets. Donc, le ministère de la Culture est prêt à ouvrir le chantier. Ça sera un chantier long, hein, complexe, mais je pense qu'il est temps, on en est tous conscients de revoir les choses. Si vous en êtes d'accord, on est arrivé au terme de notre table ronde, il est 15h. Alors moi, je salue nos collègues qui nous ont suivis depuis la visio. Les choses vont s'arrêter pour eux, malheureusement, puisqu'ils ne seront pas là. En revanche, pour vous, elles continuent avec des présentations au forum d'un certain nombre d'initiatives. Alors, il faut que je vous en donne... quelques indications pratiques avec l'aide de mes collègues. Donc ce forum, il faut que vous montiez à la BPI, il faut que vous sortiez par la chenille. Aller au niveau 3 de la BPI. Pour ça, en sortant de cette salle, on prend à droite puis à gauche pour prendre la chenille sur un étage. Là, on suit les flèches entrée BPI. Une fois qu'on est entré dans la BPI, la nouvelle entrée de la BPI au niveau 2, dont nous sommes très contents, et vous prenez sur la gauche pour prendre encore un niveau d'escalator. Vous avez compris, il y aura des collègues tout au long de la route. Alors, je vais me permettre de résumer. Et vous êtes bibliothécaire, hein, j'ai confiance. Non, je vais me permettre de résumer. Partez groupés, n'allez pas aux toilettes maintenant, et ne manquez pas les quelques guides qui sont sur le chemin. Voilà, juste un grand merci à tous et aux collègues de la régie. Le principe du forum, ça dure jusqu'à 17h30. Il y a un ou deux de nos intervenants qui partiront un petit quart d'heure plus tôt pour attraper un train, donc n'attendez pas les 15 dernières minutes pour voir le stand que vous aviez programmé de voir absolument avant la fin de journée. C'est un forum très libre, donc l'idée c'est que vous avez des intervenants qui ont travaillé sur des sujets, vous avez des petits plans du forum, on en a remis là-haut si vous en avez besoin, les stands sont également indiqués dans le programme de la journée, donc allez les voir librement, dialoguez avec eux, dialoguez entre vous, voilà.
La formation, ce n'est pas quelque chose de vertical uniquement, on l'a bien compris au cours de cette journée, donc on voulait que la fin de journée se prête aussi à des temps nourris de dialogues formels et informels. Bon forum à tous.